Bonjour à tous, alors troisième partie de ma lecture de l'intégrale de Serge Monnat, toujours sur le Canada, donc le Canada anglais. Alors qui est Serge Monnat rapidement? C'était un journaliste d'enquête et poète. Il était le disciple de René Bergeron et de William Gaillard, qui a écrit notamment Des pions sur l'échiquier. Au début des années 90, il se consacre à la rédaction d'ouvrages sur le nouvel ordre mondial. Il obtenait ses sources auprès de confrères acquis à sa cause et d'agents des services secrets ou politiciens souvent repentis. Monast trouvera la mort dans des conditions très troublantes le 5 décembre 1996. Le Canada anglais. Ce n'est plus un secret pour personne que dans les pays industrialisés dont le Canada fait partie, il existe une brisure sérieuse, dramatique même, entre les valeurs traditionnelles ayant eu cours dans le passé et celles de la société matérialiste actuelle. Les valeurs rattachées à la religion, à la famille, au travail, à la société, à l'éducation, qui jadis garantissaient une unité sociale, celle-ci assurée en même temps par des limites morales connues par l'ensemble des individus, ont été remplacées par des valeurs matérialistes et individualistes, le chacun pour soi. L'argent étant alors devenu l'avenue, la valeur suprême, ayant maintenant pouvoir sur tout et sur tous. Non pas que l'argent n'ait pas toujours eu ce genre de pouvoir, mais notre époque a ceci de particulier dans nos sociétés occidentales que ce pouvoir en question a été étendu, rendu accessible et encouragé pour tous les individus sans exception. Le maître et le valet ont été remplacés, au XXe siècle, par le patron et l'employé, mais avec ceci de différent que l'employé, s'il est spécialisé et si l'offre est abondante, celui-ci pourra choisir, et son propre patron, à travers son syndicat, négocier son salaire et ses propres conditions de travail. En outre, l'employé pourra s'acheter une maison, posséder une résidence secondaire à la campagne, envoyer ses enfants à l'université. Il n'est plus assujetti, de génération en génération, au même emploi, aux mêmes conditions sociales et économiques, figées dans un même processus imperturbable. Au Canada, une brisure sévère s'est opérée entre la génération des années de l'après-guerre, 1945-1950, et les générations actuelles, 1970-90, de même qu'une brisure s'était déjà produite au début du siècle entre les générations de 1900-1925 et celle de 1930-1945. Cette période, pendant laquelle les syndicats ouvriers, alors sous la poussée des changements survenant en Russie 1917-1925, prirent un essor considérable de nos sociétés fortement axées sur l'industrialisation. Même si des changements semblables se sont opérés au Québec, non seulement ils ne furent pas perçus de la même manière, le Canada anglais avait le contrôle sur la finance et sur le monde industriel, et le Québec quant à lui était une société renfermée sur elle-même, à valeur agricole et religieuse, n'ayant aucun contrôle véritable sur son économie, étant un réservoir de main-d'œuvre à bon marché, mais encore, ils ne furent surtout pas vécus d'une manière identique. La génération d'après-guerre s'entendait dire « Travaillez, vous deviendrez quelqu'un. Étudiez et vous êtes sûr de réussir. » Et tout à coup, ça ne marche plus. Allez-vous penser que c'est votre faute? Non. Vous allez chercher des coupables dans les institutions, dans la société. Si une bonne éducation n'assure plus l'avenir, c'est que l'éducation n'est plus bonne. Si la réussite ne vient pas avec le travail, ça veut dire que le travail honnête n'est plus la voie de la réussite. Toutes nos croyances sont devenues mensonges. Les individus, des régions entières sont inquiets. Le résultat, c'est un peuple déraciné à la dérive. Alors, petite parenthèse, ça, si il trouvait ça valable en 1992, et ça l'est, qu'est-ce qu'on peut dire en 2022, hein? Et Alan Gregg de poursuivre, car la perte des valeurs traditionnelles peut être un processus irréversible. Les limites habituelles du comportement individuel et collectif sont dépassées et les Canadiens se sentent désorientés et confus. Situation extrêmement dangereuse, on the edge, comme on pourrait le dire en anglais. Quel historien n'a pas en mémoire des situations semblables et leur aboutissement au XXe siècle? Il n'y a rien de pire, vous confirmeront plus d'un spécialiste en histoire politique et en sociologie, qu'un peuple, quel qu'il soit, déraciné, à la dérive, désorienté et confus. Car si ce peuple en vient à être confronté, comme si c'est le cas ici, à des tensions politiques telles que la crise constitutionnelle et plus encore aux pressions d'un référendum qui ne manquera pas de soulever des passions tout aussi incontrôlables les unes que les autres, il risque de basculer sous l'emprise de politiciens habiles mettant alors l'accent sur des valeurs traditionnelles dans une flambée ultranationaliste sans précédent. À cela, ajouter des problèmes économiques sévères comme c'est le cas actuellement au Canada, avec les deux tendances politiques en place,
Preston Manning à l'ouest et Jacques Parizeau à l'est, et vous aurez vite fait de vous retrouver dans un affrontement dont personne encore ne peut mesurer toute la signification et les implications. Les Canadiens anglais seraient-ils ouverts au simple principe de donner au Québec des pouvoirs additionnels ou spéciaux? C'est la question qui soulève la réponse la plus tranchée. 75% affirment que des pouvoirs spéciaux pour le Québec sont contraires à la nature même du Canada. 79% dans les prairies. On perçoit nettement l'héritage du lac Meek. Le plaidoyer du Terre-Neuvien, Clyde Wells, et de la Manitobaine, Sharon Carstairs, pour un pays homogène, une identité forte, leur refus obstiné d'accepter un Canada à deux vitesses, une province pas comme les autres, ont trouvé une importante résonance dans le pays. La nature même du Canada, telle que mentionnée ici, ce n'est ni plus ni moins que l'acte d'union de 1840. Et qui osera affirmer par la suite que le Canada n'est pas un baril de poudre qui risque de faire explosion sous la pression du prochain référendum? À 152 ans de distance, ne retrouve-t-on pas le même radicalisme et la même intransigeance légèrement aromatisée de racisme, telle qu'elle existait alors chez les marchands de Montréal, chez Lord Durham et chez les politiciens de l'époque? L'attitude des Wells et Carstairs, entre autres, pour ne nommer que cela, est-elle issue du produit culturel canadien-anglais ou appartient-elle plutôt au monde du désespoir dans lequel l'unité du pays, le status quo, serait le dernier rempart d'un peuple qui n'arrive pas à identifier clairement quelle pourrait être sa véritable identité, ou un peu des deux à la fois? Quoi qu'il en soit, cette attitude s'inscrit à la fois dans les bases politiques et économiques du Canada anglais de 1840 et dans sa continuité historique d'avoir sans cesse tenté de faire disparaître le fait français du territoire canadien. La plupart des Franco ont peur. Si le Québec se séparait, on verrait des centaines de Sault-Sainte-Marie et ce serait la fin des classes d'immersion, dit Svetlana MacDonald, une élue francophone à la commission scolaire de London en Ontario. Les disparitions de Via Rail, de Petro-Canada, des stations locales et de Radio-Canada ont fait mal à l'Ouest, qui croit que les bureaucrates d'Ottawa, dirigés, disent-ils, par des francophones, vendent le pays aux États-Unis. On a un bon exemple quand même de francophone qui vend son pays aux anglo-saxons, c'est Trudeau, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Georges Lesbourne, un retraité convaincu qu'il n'y a pas d'école anglaise au Québec, fulmine contre Ottawa. Selon lui, le déficit fédéral est dû au bilinguisme. Si on avait déporté les Québécois au XVIIIe siècle, le problème serait réglé. Trop tard. Les habitants de London savent que le status quo n'est plus possible, mais pas encore quel pays ils veulent. Impossible? Un affrontement est-il impossible au Canada? Mais qu'y a-t-il d'impossible au juste dans ce pays où deux peuples sont placardés l'un en face de l'autre depuis 232 ans? Un des peuples prêt à tout pour établir et conserver ses privilèges de domination, et l'autre, celui des Canadiens français, menacé dans sa survie et essayant de se donner des droits pour assurer son avenir. Le non canadien est ferme, compact. Il recouvre mur à mur les propositions québécoises, y compris celles du rapport Allaire que les militants libéraux, le parti actuellement au pouvoir au Québec, doivent discuter en congrès ces jours prochains, mars-avril 91. L'Alberta, le Saskatchewan et la Colombie-Britannique se traînent les pieds pour appliquer le jugement de la Cour suprême qui accorde aux francophones le contrôle de leurs écoles. Les classes d'immersion françaises, un montant trop élevé selon de nombreux citoyens, le bilinguisme, une des principales cibles de Canadiens. 20 ans de bilinguisme n'ont fait qu'envenimer les choses, dit Rick Orr. En Saskatchewan, seulement 2% de la population est de langue maternelle française et à peine 1% parle français à la maison. Saskatchewan, 1905, création de la province, à même une partie des territoires du Nord-Ouest. 1912, fondation de l'Association franco-canadienne, organisme de défense des droits de la minorité fransaskoise. 1919, le gouvernement de Saskatchewan interdit d'enseigner plus d'1 heure de français par jour. 1929, le gouvernement abolit ce qui reste d'enseignement du français et interdit les costumes religieux dans les écoles. 1934, la Saskatchewan rétablit l'enseignement d'1 heure de français par jour. 1967, la province permet la création des écoles primaires bilingues. 1980, un citoyen de Saskatchewan, le père Mercure, conteste l'unilinguisme de la province devant les tribunaux. 1980,
La Cour supérieure de Saskatchewan, cause Mercure, décide que la province est tenue de fournir certains services en français en vertu de l'Acte des territoires du Nord-Ouest. 1988, la Cour suprême du Canada confirme ce jugement et déclare que la province peut se dégager de cette obligation en adoptant une loi à cet effet. 1988, la Saskatchewan adopte une loi faisant de l'anglais la seule langue officielle de la province. Le vrai visage du Canada. Depuis le début de la Confédération, acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, chacune des provinces anglaises a légiféré pour faire disparaître sa minorité française. En 1864, les Acadiens de la Nouvelle-Écosse perdent leurs écoles. En 1871, une loi du Nouveau-Brunswick supprime les écoles catholiques et défend l'enseignement du français dans les écoles. En 1877, le gouvernement de l'île du Prince-Édouard légifère dans le même sens. En 1890, le gouvernement du Manitoba abolit les écoles françaises et interdit l'enseignement du français dans les écoles. En 1892, le Conseil des territoires du Nord-Ouest, sous juridiction fédérale, interdit lui aussi l'enseignement de la langue française. En 1905, lors de la création des deux nouvelles provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta, aucun droit n'est reconnu aux Canadiens français. En 1912, le Keewatin, sous juridiction fédérale, supprime les écoles confessionnelles et interdit l'enseignement du français sur son territoire. En 1912, le gouvernement de l'Ontario, ministère de l'Éducation, publie le règlement 17. Plus de la moitié des Canadiens d'origine française, plus de 700 000 vivant dans les 9 provinces anglaises et les 2 territoires du Nord sont aujourd'hui assimilés et ne parlent plus la langue de leurs ancêtres. À aucun moment le gouvernement fédéral n'est intervenu pour corriger la situation en faveur des francophones. Qui au Canada anglais, quelle association ou groupe s'est élevé contre de telles injustices? A noter ici que le 26 août 1977, lors de l'institution de la loi 101, loi sur la langue française, langue officielle au Québec, le Canada anglais, à travers ses médias d'information, ses représentants, fut fortement indigné contre ce qu'il considéra être le pire outrage, la pire insulte lancée contre le Canada. Qu'est-ce qu'il y a d'impossible en fait lorsqu'on a affaire à de telles injustices? Lorsque le facteur humain émotionnel, placé en situation extrême de crise, tel le référendum prévu pour le 26 octobre 1992, fabriqué de pures pièces pour isoler et régler le problème du Québec français à la manière du Canada anglais, est accentué à ses limites les plus lointaines, les plus profondes du sentiment nationaliste anglais, confronté aux Canadiens français nationalistes. Qui ne sait pas intérieurement que l'une des bases indispensables à toute forme de racisme, c'est précisément le sentiment individuel ou collectif de supériorité, entre guillemets, du tout est à la faute de l'autre, du cela ne peut pas nous arriver, cela est impossible pour nous, nous ne sommes pas comme les autres peuples, etc. Trop souvent dans ce pays, la peur et les soupçons ont influencé les esprits et les décisions. Qui ne sait pas que les Canadiens n'accepteront que ce qui leur est présenté, qu'à la condition que tout soit recouvert de sucre, qu'il soit embelli, enjolivé, rendu acceptable, et que la réalité, brutale, terre à terre, est justement ce que personne ne veut regarder face à face. L'instinct de conservation et l'instinct de survie, tant chez l'individu que chez un peuple, sont les sentiments les plus puissants, avec l'amour ou la haine qui existent chez l'homme, et qui sont capables de pousser celui-ci aux actes les plus imprévisibles, où la raison n'a plus aucun pouvoir réel. Personne, absolument personne, ne pourra prédire quelles seront ses propres réactions lorsqu'il sera placé en situation ou dans la possibilité de disparaître. Que quiconque s'informe auprès de ceux qui ont traversé une situation de pré-guerre civile. Quelles étaient les conditions morales et sociales, politiques et économiques qui ont prévalu à l'établissement du nazisme en Allemagne, du fascisme en Italie et à l'éclatement de la Yougoslavie? S'il n'y avait encore que la perte des valeurs traditionnelles au Canada anglais, en plus, il y a la perte des valeurs collectives, celles qui justement sont à la base de l'identité à laquelle se réfère habituellement toute une collectivité. Valeurs qui soudent les liens entre les individus qui forment un groupe ethnique donné. Les changements fondamentaux qu'il décèle, Alan Gregg, de sondage en sondage, dans le caractère canadien l'effraie. Un peuple charitable, tolérant et paisible est devenu égoïste, intolérant et mesquin. Un peu comme les Français, hein? Non? Enfin, les Français, ça fait peut-être plus longtemps qu'ils sont mesquins, mais quand même. Un sondage sur la perception que les Canadiens avaient de leur pays. Il était peuplé de gens charitables, tolérants et paisibles. C'est dans ces qualités que réside l'identité canadienne traditionnelle.
Les Canadiens se rendent compte peu à peu qu'ils se faisaient une image idéalisée de leur pays. Par ailleurs, toute cette perte de valeurs individuelles, traditionnelles et collectives est renforcée ici par la perte de la fierté personnelle et nationale. Traditionnellement, nous avons cru que le crime, le racisme, la drogue étaient bons pour les États-Unis. Citation, hein. Que ça n'existait pratiquement pas chez nous. Mais l'été dernier, été 1989, après un sondage, nous avons obtenu des résultats surprenants. Nos questions portaient sur l'expérience directe. Nous demandions aux gens, avez-vous jamais été victime d'un vol, d'un crime violent, du racisme? Pouvez-vous obtenir des drogues? Nous avons constaté que les taux étaient les mêmes ici aux États-Unis, parfois même plus élevés. Par exemple, plus de gens à Toronto se croyaient victimes du racisme par rapport aux gens de couleur ici que la moyenne aux États-Unis. Qui peut prédire par exemple, et cela avec exactitude, ce qu'un peuple, à ce point désorienté, désabusé, sera prêt à faire en vue de se reconstruire l'image idéale à laquelle il s'était habitué? Le Canada, les Canadiens anglais, sont-ils à ce point différents des autres peuples dans leur réaction émotionnelle de revalorisation à court terme? Et qui sera pointé du doigt comme étant le grand coupable, à la source de tous les maux dont souffre actuellement le Canada anglais? Le Québec constitue la principale source de frustration. Après 25 ans, on est fatigué d'entendre parler du Québec, de ses demandes, de ses menaces. La coupe a débordé quand, en 1988, le gouvernement Bourassa a adopté la loi 178 limitant l'affichage en anglais. Cette loi a eu l'effet d'une gifle dans le reste du pays. Mettez-vous à la place des Canadiens qui se cherchent désespérément des symboles d'unité et d'identité. Au moment où la Charte des droits leur apparaît comme une perle rare, le Québec, encore lui, en viole un des principes, au nom encore de ses droits collectifs. Les provinces récalcitrantes ne nient pas que le Québec forme une société distincte. On a plutôt peur des conséquences de sa reconnaissance explicite dans la Constitution. Certains craignent que cette clause entre en contradiction avec la Charte des droits, la loi 178 qu'ils décrivent comme la pire avanie. D'autres pensent que cette reconnaissance officielle aura pour effet d'accentuer le caractère distinct du Québec. Les Canadiens anglais se sentent inquiets. Les confrontations avec le Québec les ont laissés à la fois anxieux et désespérés. Contrairement aux Québécois, ils n'ont pas acquis de confiance en eux-mêmes et de conscience de ce qu'ils sont. Depuis 10 ans, ils papotent Constitution, les Québécois continuent à s'armer pour faire face au nouvel ordre économique mondial. Fin de la citation. Ce qui n'est pas analysé ici, c'est toute cette dimension culturelle historique du Canadien anglais camouflée derrière ses réactions face à la collectivité française du Québec. Mais il n'en demeure pas moins que le Québec tente à canaliser contre lui d'une manière très dangereuse les frustrations intérieures de la collectivité canadienne anglaise du pays. Et ici, nul autre qu'un référendum à l'échelle de tout le pays ne sera mieux capable d'isoler le Québec français dans ses aspirations, de pousser par conséquent ses forces nationalistes à mettre en place tous les mécanismes devant mener à son autonomie gouvernementale, et enfin à faire en sorte que celui-ci soit considéré comme étant une menace pour l'unité du Canada et la stabilité économique de toute l'Amérique du Nord. Ce Canadien anglais, héritier spirituel de Lord Durham et de l'acte d'union de 1840, qui ne sait pas encore comment se différencier par rapport à l'américain et à l'anglais de l'Angleterre, qui pourtant parlent la même langue que lui, comment perçoit-il au Québec au-delà même de ce qui a été rapporté jusqu'ici? Perception des Canadiens anglais face au Québec. Les Canadiens de l'Ontario et de l'Ouest, en 1990, n'ont pas encore changé l'idée qu'ils se font des Québécois. Ils les voient toujours craintifs, timorés, dépendants. Ils croient que les Québécois ont besoin du lac Meek parce qu'ils ont toujours besoin de quelque chose. Rapport Durham, les Français ignorants, sans culture, jaloux, sans esprit d'initiative, conservateurs. Ils n'ont pas encore compris que le Québec s'est transformé, ni le nouveau dynamisme de la province. Ils croient que le séparatisme, c'est du passé, que le Québec n'osera pas quitter le Canada, qu'il n'arriverait pas à tenir le coup tout seul. Pourtant, à cause des problèmes constitutionnels et au-delà du déchirement vécu par d'autres régions du pays, les unes par rapport aux autres, ce n'est plus la question de réintégrer ou non le Québec dans la Constitution, mais une inquiétude, une méfiance. Qu'est-ce que le Québec va gagner à nos dépenses? Ici, ce qui attire notre attention, c'est ce que ce sentiment d'insécurité projeté sur le Québec est avant tout une appréhension que les Canadiens anglais ressentent par rapport à leur propre avenir,
Nous nous sommes toujours vus comme un peuple moral avec une qualité de vie supérieure, et maintenant nous nous sentons menacés. Ce qui tend d'ailleurs à confirmer que la perception que les Canadiens anglais avaient par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur avenir et les uns par rapport aux autres, d'une région à l'autre du pays, se trouve de plus en plus axée sur le Québec. C'est le rapprochement qu'il est possible de faire entre les perceptions que les Canadiens anglais de l'Ouest avaient par rapport aux Canadiens anglais de l'Ontario, par exemple, et ces mêmes perceptions maintenant orientées à sens unique vers le Québec. En Ontario, pendant les années 70, on avait toujours l'impression d'être les meilleurs, que ce qui était bon pour l'Ontario, il l'était pour le pays tout entier. Il y avait une tendance à confondre l'identité de la région avec l'identité du pays. Conséquence directe de l'acte constitutionnel de 1791 et de l'acte d'union de 1840, qui faisait du Haut-Canada, l'Ontario, le centre politique et économique du pays, à l'ouest, il y avait un ressentiment brutal contre le centre, une conviction que tout allait à l'Ontario. Avec le développement du pétrole et du gaz, l'ouest a commencé à réclamer un déplacement du pouvoir. La Colombie-Britannique, notre centre de culture pop, se voyait toujours à part, mal comprise, mal représentée. Et maintenant, la canalisation de tout cet ensemble de frustrations où les pourcentages sont très élevés, et à l'intérieur desquels le Canada anglais semble avoir mis de côté ses divergences internes, le danger ici, tel que soulevé dans les pages précédentes, c'est justement d'en être arrivé à considérer un groupe ethnique en particulier comme étant la pierre angulaire des maux d'un autre groupe. En outre, ce qui paraît confirmer un état de fait semblable, c'est le resserrement des liens de tous les Canadiens anglais du pays contre le Québec. Resserrement rendu d'autant possible que le Canada anglais a derrière lui une longue tradition d'antipathie, d'hostilité quasi instinctive contre ce qui est français en terre canadienne. Il n'est pas du tout difficile d'imaginer dans un contexte semblable la cristallisation de toutes ces attitudes à l'intérieur d'un référendum où le pays entier risque de se diviser à jamais en deux groupes farouchement opposés l'un à l'autre. Selon Lloyd Barber, président de l'Université de Regina, beaucoup de Canadiens de l'Ouest croient faussement que le Québec reçoit plus que sa part des dépenses fédérales. Preston Manning, leader du Reform Party albertain, explique « L'Ouest en a assez. Il est temps de demander au Québec de faire quelque chose pour le Canada plutôt que l'inverse. » Le Canada ordinaire entend les demandes québécoises avec incrédulité, amertume, hostilité au désespoir. Les Canadiens anglais croient que le bilinguisme est une revendication du Québec alors qu'elle est une invention des technocrates d'Ottawa. S'il y a une société distincte au Canada, c'est nous, disent-ils tous, les Terneviens. Québec est la région du pays avec laquelle on se sent le moins d'affinité. 63% en Colombie-Britannique, 53% dans les prairies, 41% en Ontario, 38% dans les maritimes. Les résultats indiquent un profond manque de sympathie envers le Canada français et vice-versa. L'intolérance envers le Québec et le français est profonde dans plusieurs régions du pays. Seuls les Québécois pensent que l'existence des deux langues officielles fait du Canada un pays plus intéressant. Dans le reste du pays, 50% acceptent le bilinguisme et 49% préféreraient que le pays soit totalement anglais. Les Canadiens n'ont pas l'intention d'accéder aux demandes du Québec. Ils veulent que le Québec reste dans le Canada, mais seulement à leurs conditions. En se référant ne serait-ce qu'un très court instant à la manière que le Québec, lui, se perçoit par rapport au reste du Canada, la division saute aux yeux au point d'en avoir le vertige, à savoir par exemple, les Québécois, eux, préfèrent rester à l'intérieur du Canada, et pas à n'importe quelle condition sans une reconnaissance de leurs droits. Ils sont prêts à dire « Bon, si vous ne voulez pas de nous, nous sommes capables de survivre tout seuls. » Toujours menacés, sur la défensive. Les Québécois se voyaient en minorité, pas seulement au Canada, mais en Amérique du Nord. Et tout à coup, c'est le bourgeonnement d'entreprises, l'expansion. Il y a eu un revirement complet, comme si les Québécois avaient décidé d'aborder le problème de leur caractère distinct à rebours, de protéger leur culture en l'exportant. Au Québec, pour la force, la jeunesse, pour l'avenir, il faut s'appuyer sur l'entreprise. De là cet optimisme qui distingue les Québécois des autres Canadiens. La différence, c'est que le Québec croit que tout problème a une solution. Privé de décentralisation, privé des pouvoirs spéciaux, privé de parlement confédéral, le Québec pourrait se tourner vers la souveraineté association. Le non anglophone est franc, 56% contre, 33% pour. Et les personnes interrogées ne font pas de différence entre la négociation d'une association avec le Québec avant la déclaration d'indépendance et la négociation après.
Ce refus global de modifier l'édifice canadien au goût du Québec. Fin de la citation. La perception, cette vision du monde intérieur vers l'extérieur, est entre le Canada anglais et le Canada français, le Québec, à ce point situées aux extrêmes limites l'une de l'autre, qu'une solution pour les rapprocher ou leur permettre de vivre côte à côte paraît totalement impossible, surtout en regardant du côté du non anglophone par rapport à l'existence d'une communauté francophone qui tend à lui échapper, sur laquelle le Canada anglais n'aurait aucun pouvoir réel. Par conséquent, surgira à plus ou moins long terme, surtout lors des tensions économiques ou sociales, ou politiques, comme celles faisant irrémédiablement partie d'un référendum, les dures bases d'une confrontation aussi inévitable que déjà présente historiquement entre le Canada anglais d'une part et le Québec francophone de l'autre. Par exemple, dans le rejet du lac Meek, les Wells, Terre-Neuve, Filmon, Manitoba et McKenna, Nouveau-Brunswick, représentent plus que leur petite province. Ils se font l'écho des nombreux opposants que l'on retrouve d'un bout à l'autre du pays. Le Québec constitue la principale source de frustration. Mais au-delà du lac Meek, en 1991-92, qu'en est-il au juste des attitudes à tendance raciste, de l'exaspération, de la rage explosive contre le Québec? Si les Québécois ne se sentent pas canadiens, qu'ils partent, dit Orlando Zamprogna, le premier immigrant à devenir conseiller municipal à London, Ontario. Depuis l'an dernier, 1990, l'enseignement du français au primaire n'est plus obligatoire en Colombie-Britannique et le Premier ministre de Saskatchewan, Grant Devine, un autre l'a remplacé depuis, propose de traiter les francophones comme n'importe quel autre groupe ethnique, ukrainien, chinois ou silk. Les fermiers et les commerçants n'ont pas encore digéré le jugement de la Cour suprême qui les a obligés de consacrer quelques millions de dollars à la traduction en français des lois de la Saskatchewan. La théorie des deux nations ne marche pas ici, dit Wayne Rosnowski, rédacteur en chef du Daily Herald. Dans la rue, tout le monde est un ami de Clyde Wells, le premier ministre de Terre-Neuve et député de Corner Brook. Son rôle dans la mort de Meek en a fait un des politiciens les plus populaires du Canada anglais. Le Québec n'acceptera jamais, face aux politiques à double sens du gouvernement fédéral, de risquer de perdre quelque pouvoir politique que ce soit, qui mettrait assurément toute sa survie en danger. En outre, comment considérer la plus petite possibilité d'offre honnête pour le Québec dans le contexte de l'attitude historique et actuelle du Canada anglais face aux faits français dans ce pays, les francophones hors Québec et leur assimilation graduelle permanente, de même que le sentiment inné de quasi-répulsion face au Québec, surtout depuis l'acte constitutionnel de 1791, la confrontation du Canada anglais. La confrontation du Canada anglais est d'autant présente à l'horizon que les Canadiens anglais en tant que peuple se sentent déracinés, à la dérive, désorientés et confus, qu'ils se sentent d'ailleurs déçus face à une économie maintenant tronquée et défaillante, qu'ils ont perdu tout espoir dans le gouvernement et dans leurs institutions traditionnelles, qu'ils se sont repliés pour l'instant dans l'intérêt pour la communauté immédiate, une croissance du travail bénévole. Si l'on ne peut pas contrôler les grandes institutions, on va se consacrer aux plus petites, qu'ils sont à la recherche d'une identité propre mais ne sachant pas par où commencer. Les Canadiens anglais ne se considèrent pas comme une nation, écrit le sénateur Eugène Forcé dans ses mémoires. Pourquoi devrait-il y être poussé par le Québec? Le Rest of Canada est une chaise vide, renchérit Alan Keynes de l'Université de Colombie-Britannique. Qui parlera en son nom? Qu'il se trouve confronté de plus à un autre peuple, étant de surcroît de langue, de culture et de racines historiques et idéologiques totalement différentes des siennes propres, et étant fondamentalement orienté dans l'optimisme de son propre avenir. Enfin, qu'il se trouve naturellement disposé à plus d'un égard, d'est en ouest, à trouver quelque part un coupable, le coupable à qui faire porter l'odieux de la responsabilité de tous leurs malheurs, et surtout celle de mettre en péril le dernier refuge qui semble leur rester, celui du Canada en tant que pays. Confrontation d'autant accentuée chez les deux peuples par les premiers ministres provinciaux du Canada anglais, qui depuis 1990 surtout ont adopté la tendance commune d'accuser le Québec de vouloir détruire le Canada. D'un côté, à travers leur rigidité et leur intolérance, leur obstination et leur attitude glaciale dans les négociations constitutionnelles, ils forcent le Québec à ne devoir accepter un pays que selon leurs propres termes, et d'un autre, si celui-ci refuse, ils menacent tous de lui faire porter la responsabilité de tout échec. Nous avons demandé aux Canadiens anglais s'ils approuveraient l'ouverture de négociations avec un Québec qui demande des pouvoirs additionnels
et une réforme de la fédération, sans quoi il deviendra indépendant dans 2 ans. Question de 1991. Un bloc de 65% sont opposés à ce que des négociations s'ouvrent sur la base de cet ultimatum, dont 71% dans les prairies. L'an dernier, l'Association pour la préservation de l'anglais au Canada, Colombie-Britannique, a recruté 1200 membres et les inscriptions dans les écoles françaises ont baissé de moitié. Le secrétaire de l'Association des francophones, Gaëtan Roy, a démissionné après avoir été menacé et volé. 85% des anglophones québécois, après redistribution des indécis, rejettent l'option souverainiste, 2 fois plus en proportion que les francophones. Ils sont les derniers, les anglophones québécois, à vouloir de nouveaux pouvoirs constitutionnels pour le Québec. On trouve même chez eux une majorité, 52%, pour proposer qu'Ottawa soit responsable de la politique linguistique du Québec. Plutôt insatisfaits de leur sort, on n'en trouve que 40% pour reconnaître qu'ils sont mieux traités que les francophones des autres provinces. Confrontation rendue d'autant dangereuse que toute cette population désillusionnée et mal informée par ses politiciens, et de plus paraissant avoir une connaissance très restreinte de l'histoire du Canada, n'accepte d'emblée d'une manière émotionnelle, donc sans esprit critique, les arguments volontairement erronés que leur communiquent leurs hommes politiques à propos du Québec. Ainsi, ce qui est à craindre dans un très proche avenir, campagne référendaire, c'est que les choix politiques du Canada ne se fassent plus d'une manière raisonnée, démocratique, mais bien plutôt sous la poussée de crises émotionnelles de la collectivité canadienne anglaise. Et lorsqu'il est question de soulèvement émotionnel, les conseils de ville ayant majoritairement voté pour l'unilinguisme anglais, ceux qui piétinèrent le drapeau québécois font partie de ces flambées où la raison n'a plus cours. Alors il est aussi question de discours et d'actes disproportionnés où l'injustice nourrit à même un racisme grandissant et s'exprimant de plus en plus librement parce que accepté et encouragé par un ensemble donné de population appellera à l'injustice et où la vengeance appellera à la vengeance. Les Canadiens font face à un avenir complètement contraire à leurs attentes. Le lac Meek est devenu le symbole de tout ce qui ne marche pas dans le pays. L'écroulement de l'identité nationale, cet écroulement peut arriver par défaut. J'ai peur que le pays ne s'écroule en dépit des souhaits de la majorité de la population. Le tiers des Canadiens des provinces atlantiques et des prairies ne dédaignerait pas d'exercer des pressions économiques pour garder le Québec au bercail, une technique qui suscite l'adhésion de 28% de tous les Canadiens anglais interrogés. Le maire Raymond Paulet de Corner Brook à Terre-Neuve brandit la menace d'un dépeçage du Québec advenant l'indépendance. Le gouvernement fédéral réclamera l'UNGAVA, les 2 tiers du Québec, cédés en 1912. Il n'est pas du tout impossible d'imaginer ici qu'un contexte émotionnel semblable, ultranationaliste par obligation selon les circonstances en présence, chez les 2 peuples composant ce pays, enferme tous les éléments pour porter au pouvoir ceux qui, sur le plan politique, sauront le mieux les représenter, soit Preston Manning pour le Canada anglais et Jacques Parizeau pour le Québec. 2 mondes, 2 visions, 2 choix. D'un côté, le Canada anglais qui souhaiterait un pays uniformément anglo-saxon, de l'Atlantique au Pacifique, un pays dans lequel ses habitants ne se sentiraient plus nulle part en insécurité face à quelque chose d'étranger, le fait français, et d'un autre, le peuple québécois francophone qui, à la limite, malgré sa longue histoire d'attachement à cette portion du territoire nord-américain, qu'on appelle Canada, n'hésitera aucunement à s'en séparer, malgré plusieurs déchirements, s'il voit que sa survie, sa langue, sa culture et ses traditions sont menacées parce que les pouvoirs politiques pour en assurer la protection ne lui sont pas assurés d'une manière certaine. Car il ne faut pas oublier que le territoire québécois est devenu pour lui avec le temps, de génération en génération, le dernier refuge d'existence et d'espoir pour son avenir pendant qu'ailleurs, dans ce pays, où on lui disait qu'il était partout accepté, le fait français était de plus en plus amoindri jusqu'à une totale assimilation et même à une disparition à plus d'un endroit. D'ailleurs, cette division, comme on l'a vu jusqu'ici, n'a-t-elle pas toujours existé? Pour mieux se le voir confirmer, il n'y a qu'à regarder du côté du langage traditionnel, ce véhicule révélateur des conceptions intérieures de chacun. Tout d'abord, le langage populaire a même toujours identifié les 2 peuples de ce pays comme étant d'un côté les Anglais et de l'autre les Français, puis les Canadiens français. Et plus tard, les uns et les autres furent identifiés par les Anglais pour tous ceux vivant en dehors des frontières du Québec, et aujourd'hui, pour le territoire canadien, on parle toujours des Anglais, et pour le Québec, des Québécois. Tant qu'aux Canadiens,
de langue française étant nés et vivant hors des frontières du Québec, ils sont identifiés sous le nom de Franco-Canadiens. En ce sens, il n'y a jamais eu d'unité canadienne ou de culture canadienne, ces termes n'étant rien de plus que des pures inventions politiques mises sur pied d'un politicien à l'autre, d'une politique des circonstances à l'autre. Chose de plus curieuse d'ailleurs, ces inventions furent partout l'apanage, à une exception près, des premiers ministres d'origine francophone. On est donc plus qu'en droit de se demander ici qui a cru au Canada, qui a souhaité un Canada uni. Une autre des raisons pour laquelle ce pays entier aboutit aujourd'hui à une telle division, à une opposition viscérale où le racisme peut y éclater à n'importe quand dans des conflits ethniques interminables, ce fut la lacune de l'éducation. À aucun moment donné depuis les 30 dernières années de supposée nouvelle identité et image pour le Canada, il ne fut question d'une politique fédérale nationale de l'éducation. Cela afin d'assurer à tous les Canadiens d'un océan à l'autre une éducation adéquate, du moins sur le plan de l'histoire de leur propre pays. Car le Canada est un des rares pays n'ayant aucune politique nationale de l'éducation. Même si l'éducation a des juridictions provinciales, le gouvernement fédéral aurait pu au moins faire publier un volume rendant justice, entre guillemets, aux autochtones, aux premiers habitants, les Français et aux Anglais. Une telle entreprise aurait eu pour avantage de former une conscience nationale chez toute une génération et ainsi fournir une nouvelle orientation à la population de ce pays. Aujourd'hui, ces jeunes qui auraient au moins entre 30 et 40 ans seraient justement ceux en grande partie en charge de la majeure partie des institutions de ce pays et munis d'une nouvelle mentalité et d'une nouvelle vision pour l'avenir, seraient à même d'offrir à l'ensemble de la collectivité canadienne un espoir sûr reposant sur des solides assises. Une chose est sûre du moins, ceci n'ayant jamais été entrepris, il faut donc croire qu'un autre but était recherché, et que tous les beaux discours politiques actuels à propos d'un pays à sauver n'existent qu'en fonction de nous cacher à tous une réalité beaucoup plus brutale. Au nom de ce même but confidentiel, la population canadienne anglaise fut donc volontairement laissée dans un état d'ignorance presque complète, surtout à propos des autochtones et des Québécois de langue française. Par ailleurs, en jetant un rapide coup d'œil du côté du rythme d'assimilation des Franco-Canadiens et de celui de la continuité et de l'augmentation tangible du sentiment de supériorité, d'intolérance et d'intransigeance si souvent observé chez les premiers ministres canadiens anglais, on est obligé de se rendre compte, par évidence, que la volonté de conserver ce pays tel qu'il est aujourd'hui semble n'avoir jamais existé. Qui cherche quoi au juste? Et dans quel but? Avant d'en fournir une esquisse de réponse dans le chapitre de l'enjeu américain, un fait demeure, c'est celui de l'aboutissement d'au moins 201 ans d'éducation et de culture erronée, où le sentiment de supériorité mêlé très souvent à un racisme à peine voilé chez les Canadiens anglophones ont suffi à créer la situation explosive dans laquelle le Canada en entier se retrouve en 1992. Cette situation n'aurait sans doute jamais eu cours si la population francophone du Québec n'avait dans son ensemble pris conscience d'elle-même lors de la Révolution tranquille survenue dans les années 60, si celle-ci surtout n'était pas parvenue à se munir d'outils politiques pour la revendication de la responsabilité de son propre destin par elle-même et par nul autre. Car tant et aussi longtemps que les francophones québécois s'étaient contentés, sans autre choix d'ailleurs, de laisser la gérance pleine, entière de la finance et des entreprises au Canada anglais, comme ça avait été décidé dans l'acte d'union de 1840, et de continuer de fournir la main-d'œuvre à bon marché, une main-d'œuvre non instruite et non spécialisée, alors les politiciens canadiens anglais ne se souciaient aucunement de soulever chez la population anglophone du Canada quelques campagnes d'indignation, que ce soit contre le Québec francophone. En d'autres mots, si longtemps que le Québec ne représentait aucune menace sérieuse pour le contrôle de la finance, entre guillemets, par le Canada anglais, et surtout aucun danger sur le plan de l'équilibre politique habituellement en place au Canada, alors les comportements d'intolérance et d'exaspération des politiciens canadiens anglais n'étaient dirigés que contre les minorités francophones hors Québec à travers le Canada et contre les autochtones. Et qui dit contrôle de la finance et du politique dit aussi contrôle des profits et responsabilité de toute dette qui en découle. En ce sens, lorsque l'on parle de cette dette fédérale, on parle en fin de compte de ceux qui détenaient les contrôles des investissements. Et au Canada, ce contrôle a toujours appartenu depuis 1791 au Haut-Canada, donc à l'Ontario actuel. Alors comment accuser le Québec ou l'Ouest canadien d'être responsable du fiasco économique du gouvernement fédéral à Ottawa? Dans un tel contexte, et avec une telle perception de la situation,
Il est facile d'imaginer ici que le rapatriement de la Constitution sous le gouvernement Trudeau, donc le père, hein, et la refonte actuelle de la Constitution feraient partie d'un même tout, c'est-à-dire entre autres la refonte de l'économie canadienne à propos du partage de la dette fédérale, mais non plus en fonction du Canada, dans le contexte actuel nord-américain, mais bien plutôt dans l'optique du marché commun nord-américain, dont le siège social est Washington. Dans le même sens, un nouveau partage des pouvoirs implique un nouveau partage des responsabilités politiques, à l'intérieur duquel un Québec indépendant représente une menace certaine à cette volonté organisée pour un monopole économique anglo-saxon sous contrôle exclusif de la haute finance américaine. Le hic, ici, ce sont les nouvelles politiques économiques indépendantes du Québec, de plus en plus tournées vers l'Europe et non uniquement vers les États-Unis. Il n'est pas difficile de comprendre par conséquent que la supposée refonte constitutionnelle actuelle serait ni plus ni moins qu'un coup de force semblable à celui ayant eu lieu en 1840 et ayant été dirigé à l'époque contre le Bas-Canada, le Québec actuel. De même qu'à cette époque, les hommes d'affaires du Canada anglais avaient soigneusement camouflé les détails de leurs plans sous des raisons de politique de colonisation, de même aujourd'hui, à un autre niveau, ceux qui composent la finance canadienne anglaise ont camouflé leur stratégie sur le couvercle du nationalisme canadien-anglais menacé par le nationalisme canadien-français, en se servant des divisions déjà existantes entre les deux peuples fondateurs du pays, en soulevant chez la population canadienne-anglaise un fond de racisme colonial. On espère ainsi isoler le Québec, de le rendre coupable, par conséquent, de toute brisure possible du pays, mais un pays à l'intérieur duquel la place qui lui serait réservée ne serait pas celle de son choix, mais bien plutôt celle que certains à Washington auraient déjà décidée pour lui. Mais au-delà de ce plan si bien camouflé que rien nulle part ne transpire dans tous les débats constitutionnels actuels, il y a cette continuité dans l'augmentation de l'intolérance de la population canadienne-anglaise, toujours présente dans l'histoire du Canada anglais, et qui se trouve être canalisée d'une manière de plus en plus évidente et rigoureuse contre le Québec. Preston Manning et le Reform Party. 200 ans depuis l'acte constitutionnel de 1791, 201 ans de tentatives pour faire disparaître le danger de toute présence française en Amérique du Nord, 201 ans pour aboutir au choix possible d'un Preston Manning et comme garantie politique pour la sauvegarde des valeurs traditionnelles canadiennes anglaises du Canada. La revue L'Actualité, publiée dans son numéro du 1er décembre 1990, en moins de 2 ans, le parti, le Reform Party, a découplé ses effectifs de 5 000 à 50 000 membres. En Alberta seulement, ils sont plus de 26 000, 2 fois plus que le NPD, 6 fois plus que le Parti libéral, à peine moins que les 30 000 membres que les conservateurs ont dans tout l'Ouest. On prévoit 75 000 membres d'ici février, 100 000 l'an prochain, 1991. Sur une population de 7 millions dans tout l'Ouest, c'est comparable aux 60 000 membres du Parti québécois de 1973. Même si la comparaison avec le Parti québécois est boiteuse, même naïve à plus d'un égard, car 60 000 sur une population de 6 millions dans une seule province, c'est complètement différent d'un nombre de 100 000 sur une population de 7 millions étalée dans au moins 3 provinces, il n'en demeure pas moins que ces chiffres font clairement ressortir une tendance de plus en plus majoritaire chez les Canadiens anglais de l'ouest du pays, pour un parti leur promettant un Canada unilingue anglais, un Canada purifié, lavé, débarrassé de ses impuretés. En 1930, en Allemagne, on disait plutôt tare ethnique, car l'espoir de leur leader n'est-il pas de leur, je cite, offrir le Canada de leurs rêves, unilingue, ultra-démocratique et moins usagé, et dans lequel il ne peut y avoir qu'une nation en Amérique au nord du 45e parallèle. Pas de statut particulier pour les Québécois, ni pour les autochtones, ni pour les communautés culturelles. Preston Manning, 48 ans, fils de l'un des plus célèbres premiers ministres d'Alberta, le créditiste Ernest Manning, au pouvoir de 1943 à 1968, ce self-made man est l'incarnation de l'honnêteté et de l'intégrité. Ces solutions populistes ont tellement de succès depuis 3 ans, 1987-90, qu'ils menacent de bouleverser complètement le paysage politique. D'ailleurs, Roger Gibbons, politicologue albertain, ne dira-t-il pas « Si le Québec vote pour le bloc québécois, scène fédérale, et que le reste du pays se divise entre libéraux, conservateurs, néo-démocrates, ce sera la fin des partis nationaux. Tout deviendra possible. »
Et même, qui sait si le Parti réformiste ne répétera pas le scénario américain de la période de la guerre de sécession? Déchirés par les débats sécessionnistes, aujourd'hui les débats constitutionnels, le référendum, les Whigs, un grand parti de l'époque, ont éclaté, permettant l'émergence d'un petit parti de l'Ouest qui allait plus tard faire parler de lui, le Parti républicain. Qu'arrivera-t-il aux communautés francophones situées hors du Québec, dans l'ouest du pays par exemple, avec cet homme qui a toutes les chances actuellement de prendre le pouvoir? Un sondage Angus Reid de septembre 1990 lui donne entre 40 et 55 des 88 circonscriptions de l'Ouest. Cet homme, dont une des bases politiques est interrompre l'aide au tiers-monde, en finir avec le bilinguisme et le multiculturalisme, le Canada devra s'assurer que le Québec respecte les droits de sa minorité anglaise. Cela ressemble étrangement aux 52% des anglophones au Québec qui souhaiteraient que Ottawa soit responsable de la politique linguistique du Québec. Il est tout de même remarquable de noter ici que nulle part, tant chez ce politicien que chez l'ensemble des premiers ministres provinciaux canadiens anglais, il ne semble y avoir aucune volonté réelle de protéger les droits des minorités francophones hors Québec. Par contre, une très forte antipathie, beaucoup de frustration par rapport au Québec et l'obsession de protéger les anglophones du Québec. Les communautés francophones hors Québec. Si on s'attarde à réfléchir pendant quelques instants sur la composition politique actuelle au Canada, sur les tendances des forces politiques en présence au moment d'un référendum, sur les oppositions existantes entre les deux peuples fondateurs, sur les positions et intérêts des nations autochtones et sur les conditions économiques du pays, alors tout est possible. De plus, si on ajoute à cet ensemble l'évidence de l'indépendance vers laquelle le Québec se dirige, les tendances extrémistes de l'Ouest par rapport au Québec, il devient évident que les communautés francophones hors Québec sont et seront de plus en plus menacées par des tensions linguistiques et raciales qui les déchireront et les forceront à des choix impossibles. Pour beaucoup des francophones, le Canada sans le Québec serait un gigantesque saut Sainte-Marie. Même dans les provinces où ils sont plus nombreux, les francophones ne sont pas rassurés. Ce sera la fin du grand rêve du bilinguisme, dit Gaëtan Gaudin, conseiller en informatique à London, en Ontario. L'aboutissement probable, même presque certain de l'éclatement de l'intolérance contre les communautés francophones hors Québec, a, comme on le sait, une longue, très longue histoire parsemée d'injustices de tout genre derrière lui. Et d'ailleurs, nul autre endroit que celui du système d'éducation n'est mieux placé pour faire ressortir avec plus d'ampleur cette intolérance, ce souffle d'intransigeance même, qui à plus d'un égard furent composés de toutes sortes de cruautés morales et sociales, où ces francophones furent réduits à l'état lamentable de devoir porter en eux, d'avoir été obligés de véhiculer dans leur vie quotidienne, d'une décennie à l'autre, un puissant sentiment de culpabilité par rapport à tout ce qu'ils étaient. Des francophones en exil, hors de leur terre d'origine, le Québec, étant par essence de langue française et de religion catholique, portant en chacun d'eux un riche héritage de tradition et de culture française en Amérique du Nord depuis 1534. Qui osera prétendre que les souffrances morales ne dépassent pas en profondeur quelques souffrances physiques que ce soit, mais dont les marques sont invisibles à première vue? Par définition, l'école n'était pas un lieu où il est possible d'acquérir plus que des simples connaissances. Avant tout, l'école est le prolongement affectif et émotionnel de la famille. Le lieu où l'enfant pourra apprendre, développer et perpétuer l'héritage ancestral, traditionnel de la langue, de la religion, de la culture et des traditions auxquelles sa famille d'origine s'identifie. Le milieu où il lui sera possible de plus, par le développement du corps et de l'esprit, de devenir autonome, l'indépendant à l'esprit critique, compétent et libre intérieurement de poser ses choix, en vue d'assurer son propre avenir, et du même coup perpétuer l'identité ethnique à laquelle il appartient. À cause justement de son rôle moteur clé, de la base fondamentale que l'école représente pour l'épanouissement d'une communauté donnée, les écoles francophones hors Québec furent sans cesse l'objet d'attaques, d'empêchements administratifs de tout genre en vue de décourager, d'épuiser, de ruiner financièrement les associations francophones qui s'étaient portées à leur défense, de même qu'elles furent en permanence l'objet du harcèlement des divers paliers des autorités canadiennes anglaises, visant à toute fin pratique l'anéantissement pur et simple de tous les efforts d'existence et de survie de ces mêmes communautés de langue française. Le dossier noir de l'éducation francophone hors Québec. À ce propos, voici une vue d'ensemble réaliste, avec preuve à l'appui, livrée le 13 novembre 1987
lors d'une conférence de presse prononcée par le président de la Commission nationale des parents francophones au Canada, M. Raymond Poirier, à l'intérieur d'un colloque préparé par la Commission et ayant alors pour thème Scandale national, l'éducation des francophones hors Québec, même là où le nombre le justifie. Cette vue d'ensemble a l'avantage de permettre à chacun de découvrir et de comprendre mieux, tel que cela fut soulevé précédemment dans ce volume, que les slogans du gouvernement fédéral, tels que ceux d'unité nationale, de bilinguisme pan-canadien, de pays bilingues, de Canada, pays de droits de l'homme, Canada, terre du respect des droits et libertés, et l'exemple mondial de la liberté, ne sont ni plus ni moins en fin de compte que de la poudre aux yeux, qu'une façade malheureuse pour cacher une réalité des plus tragiques, celle de l'intolérance et de l'obstination historique des forces politiques canadiennes anglaises, gouvernement provincial, conseil municipal, conseil scolaire, et cela toujours en vue de la disparition à plus ou moins long terme de l'ensemble de la communauté francophone sur tout le territoire canadien. Au Canada, les provinces ont pleine responsabilité du secteur de l'éducation. Afin de corriger en surface seulement les problèmes des minorités de langue française hors Québec, placées en milieu anglophone majoritaire dans les provinces du Canada, le gouvernement fédéral avait inclus dans sa Charte des droits et libertés, en 1982, l'article 23 qui dit en résumé que les parents de la minorité officielle ont droit à des établissements scolaires pour leurs enfants, là où le nombre le justifie. Si j'ai utilisé le mot en surface, c'est pour faire ressortir qu'au-delà du texte de la charte, les moyens légaux pour en garantir l'application ne furent jamais fournis. Et d'ailleurs, comme cela fut soulevé dans des chapitres à date, le gouvernement, par connaissance historique, par les résultats des différents sondages, n'était sûrement pas sans savoir, a priori, que son propre texte ne serait que rarement respecté par les différents paliers politiques canadiens, anglais, et qu'en plus, à cause des lacunes légales qu'il comportait, il servirait plutôt à miner les énergies et les moyens financiers, de même que les espoirs des minorités francophones à travers le Canada, tout cela en donnant l'impression à ces communautés que leur gouvernement veillait à leur protection nationale. On retrouve bien ici la politique à double sens, la politique de confusion instituée lors du coup de force de l'acte d'union de 1840. Extrait de la conférence de presse du 13 novembre 1987. Peu importe le nombre, l'anglophone se donne sans hésiter le droit à des établissements scolaires pour ses enfants. On ne peut en dire autant pour le francophone qui demande la même considération. Lui doit d'abord satisfaire le critère du nombre. Or, cette injustice flagrante ne constitue qu'une partie du scandale qui nous afflige tous. En 1982, nous avions bien osé croire à la volonté de nos gouvernements. Nous nous étions permis d'espérer qu'enfin nos droits à l'éducation pour nos enfants étaient reconnus par tous les signataires de la charte. Malheureusement, notre euphorie et nos espoirs se sont révélés illusoires et sans fondement. Les garanties auxquelles on s'attendait au lendemain de la charte, il a fallu les négocier auprès des politiciens récalcitrants, pour ne pas dire malveillants, pour enfin aboutir devant les tribunaux. Plusieurs d'entre nous se sentent trahis par l'apparente perfidie des signataires de la charte. Se qualifier parent au terme de l'article 23, c'est se vouer à des années de lutte et à des espoirs de courte durée. En Colombie-Britannique, les parents de la minorité officielle se font vite rappeler que leurs droits seront respectés, là où le nombre le justifie. La province compte 64 écoles de la majorité anglophone sur son territoire, je dis bien 52 écoles élémentaires et 12 secondaires, avec moins de 30 élèves. En Alberta, la province n'hésite pas à financer à même les fonds publics, pour le compte de la majorité, pas moins de 155 écoles avec 30 élèves ou moins. La majorité se donne dans les villes de Calgary et d'Edmonton 42 écoles de moins de 100 élèves, tout en refusant l'accès à la minorité officielle. Le scandale ne s'arrête pas là. Les parents d'Edmonton ont demandé de cesser de remplacer les enseignants permanents par des suppléants unilingues anglophones, de voir à ce que tous les employés de l'école, y compris les chauffeurs d'autobus, parlent couramment le français, et de faire en sorte que les bulletins scolaires ainsi que toutes les communications destinées aux parents soient rédigées en français. Aux yeux de la commission scolaire, ces demandes dépassaient la limite du raisonnable. Elle avertit les parents de taire leurs exigences, sinon il faudra abandonner le projet d'école française. Dans le nord de l'Alberta, berceau de la francophonie albertaine, les parents n'ont même pas accès à l'école française. La Saskatchewan, pour sa part, n'a pourtant pas encore trouvé une formule
qui répondraient adéquatement aux attentes des parents fransaskois. Quand on sait que la majorité se donne une commission scolaire en raison de moins de 35 élèves, le jeune fransaskois ne peut-il pas espérer la même considération pour une école? Au Manitoba, malgré des années de négociations avec les politiciens et un cas déposé devant la cour du banc de la reine depuis plus d'1 an, les droits énoncés dans la charte ne constituent que des vœux pieux face aux droits limités des parents franco-manitobains. En Ontario, il reste encore du chemin à faire avant que les franco-ontariens n'aient pleinement la gestion de leurs écoles. Car s'il faut recourir aux tribunaux pour des questions de qualité d'éducation, c'est que la question qu'on nous accorde ne nous donne pas le contrôle qu'il nous faut sur nos établissements scolaires. Même dans cette province supposément sympathique, l'égalité pour la minorité représente la moitié des services que reçoit la majorité. Au Québec, la minorité officielle, les anglophones, est mieux servie que partout ailleurs au pays. Le Québec évite d'imposer plus d'exigences à sa minorité que la majorité ne s'impose à elle-même. Le Québec reconnaît qu'en matière d'enseignement dans la langue de la minorité officielle, le nombre qui justifie, c'est 1. Au Nouveau-Brunswick, ils ont obtenu le financement de leurs écoles. Ils peuvent élire leurs propres conseillers scolaires, ils ont accès à l'enseignement au français sans souci du nombre qui le justifie. Mais, au-delà des droits et de leur application, les parents doivent sans cesse se pencher sur la qualité de l'enseignement pour la minorité officielle. Là aussi, les droits de la minorité se gagnent de jour en jour, à prix de vigilance et de persévérance obstinée. En Nouvelle-Écosse, la commission scolaire a refusé d'accéder aux demandes des parents. La Cour refuse de forcer la commission scolaire à agir, et même là où le nombre le justifie, ni la voie politique ni la voie juridique ne garantissent nos droits. La Nouvelle-Écosse compte quand même 14 écoles anglophones avec moins de 30 élèves. À l'île du Prince-Édouard, les Acadiens, qui veulent se prévaloir de leur droit à l'éducation française dans cette école mixte, l'école évangéline, et qui demeure à l'extérieur de l'unité, 5 doivent prévoir des trajets d'autobus qui peuvent durer jusqu'à 1 heure. Qui oserait appeler ça l'accès à l'école française? À Terre-Neuve, les parents ne peuvent espérer que des ailes d'enseignement en français dans une école anglophone. La majorité, elle, les anglophones, ne se donne pas moins de 5 écoles avec moins de 5 étudiants. Pour les parents de la minorité officielle de Terre-Neuve, les francophones, l'article 23 se traduit en négociation, en patience et en demi-mesure. Ce scandale national vient du fait que le gouvernement central laisse à la majorité, les anglophones, le privilège de définir ce fameux nombre. Il est évident d'un bout à l'autre du pays que la majorité n'hésite pas à exiger un nombre plus élevé pour la majorité qu'elle ne l'exige d'elle-même. La majorité possède des écoles avec 1, 2 ou 3 étudiants, tout en insistant qu'il en faut 10, 15, 20 et même plus d'étudiants pour former une classe pour la minorité. Nos options politiques étant réduites, notre seul recours est juridique. Mais l'expérience démontre jusqu'à date que, loin d'engendrer une reconnaissance de notre volonté de vivre en français, le recours aux tribunaux nous oblige à gaspiller nos énergies pour arriver à soutirer un à un des droits qui nous reviennent et que nous devrions tenir pour acquis. Pourquoi les provinces ne comprennent-elles pas le langage de la charte, un contrat social qu'elles ont signé en 1982 ? Les hommes politiques au pouvoir représentent plus souvent qu'autrement les espoirs intérieurs et les intérêts de ceux qui les ont élus, surtout sans oublier ceux du monde des affaires par qui ils sont largement financés. Au Canada, tant au niveau provincial que sur le plan des conseils municipaux et scolaires canadiens anglais, l'évidence des résultats d'enquête, des sondages, des recherches sociologiques, etc., démontre clairement un sentiment continu de répulsion, d'exaspération, d'intolérance d'une époque à l'autre contre l'existence même du fait français dans ce pays supposément bilingue. En fonction d'une telle réalité, chacun est en droit de se demander alors à quoi peut bien rimer l'allocution présentée le 13 novembre 1987 par M. d'Iberville-Fortier, alors commissaire aux langues du gouvernement canadien, lorsque celui-ci reconnaît l'existence évidente d'injustices commises entre les francophones, je cite, « Les faits révélés en conférence de presse par la CNPF ne fournissent à personne de raison particulière dans ce domaine d'être fier d'être canadien. » Le contraste entre le rêve de la fin des années 60 et la réalité de la fin des années 80 saute aux yeux. Les 11 premiers ministres n'ont-ils pas aussi unanimement reconnu le 13 juin dernier, 1987, que leur législature et leur gouvernement avaient d'un océan à l'autre le rôle de protéger cette caractéristique fondamentale du Canada
que constitue l'existence des Canadiens d'expression française et d'expression anglaise. Et le lendemain, soit le 14 novembre 1987, toujours devant le colloque national de la Commission des parents francophones, le sénateur canadien Jean-Maurice Simard avouera « L'écart qui existe entre vos droits constitutionnels et la réalité est dans plusieurs cas des plus troublants. » Fin de la citation. Comment se fait-il que d'une époque à l'autre, des centaines d'analyses, des rapports de tout genre, des allocations diverses, des articles de journaux soient effectués par des générations de femmes et d'hommes sincères, sans pour autant que dans les faits terre à terre, dans l'inscription même de la vie quotidienne, ne soient jamais institués des moyens par le politique et le juridique pour corriger des situations qui, par évidence, poussent l'injustice jusqu'à la mort lente, mais tout aussi assurée d'une ethnie entière? La réponse à cette question se trouve inscrite à la base même de l'idéologie contenue dans l'acte de l'Union de 1840 et dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, où la pensée de Durham prédomine. Cette idéologie en était une de l'assimilation des Canadiens français, dont le modèle sur lequel celle-ci devait s'exécuter était celui de la politique d'assimilation de l'État de la Louisiane aux États-Unis. Je cite, « Cette assimilation lente se fera par le camouflage sous une égalité formelle des droits, d'une inégalité réelle, en entretenant le mythe de l'autonomie locale, en réalité dépourvue de pouvoir, par l'établissement d'une quasi-égalité juridique des deux langues, par l'immigration massive, en encourageant les divisions de la nationalité par le jeu des partis politiques, par la mise en minorité politique et par la loi de l'intérêt économique et social qui entraînera les élites à abandonner la défense des intérêts du peuple, de leur langue et de leur nationalité. » C'est d'un cynisme. Hein. Alors, le document dont la citation est extraite est dans le livre. Alors, le dernier sous-chapitre de cette partie, c'est l'enjeu américain, un Canada en pièces détachées ou un Québec soumis. Et je vais arrêter là ma troisième partie de cette lecture qui intéressera peut-être plus les Canadiens, les Québécois que les Français. Donc, je vous invite à, si vous voulez continuer sur l'enjeu américain, un Canada en pièces détachées ou un Québec soumis, à le lire dans l'intégrale de Serge Monat, dont je vous ai mis le lien dans la description. Et la prochaine fois, on abordera le gouvernement mondial de l'Antéchrist, par Serge Monat. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.